Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est la matinale du monde du chiffre. Au programme de ce numéro, on va parler du règlement MiCA sur les crypto-actifs. On évoquera également les tendances en matière de dépenses professionnelles. Et enfin, on parlera du rapprochement entre le cabinet Dauphin et le groupe Absolus. On débute tout de suite cette émission pour parler du règlement MiCA sur les crypto-actifs. Et je vais en parler avec mon invité Antoine Collet, responsable Head of Compliance chez CoinHouse. Antoine, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, pouvez-vous nous présenter l'objectif du règlement MiCA ? Oui, évidemment. Le règlement MiCA, c'est un règlement européen qui a été acté par les différentes institutions européennes assez récemment, fin avril, disons. Il n'a pas encore été publié officiellement. Lorsqu'il entrera en vigueur, il s'appliquera à l'ensemble des États membres de l'Union européenne, donc les 27 pays. Et il entrera en vigueur 18 mois après sa publication officielle qui devrait survenir dans les prochains jours. Le règlement MiCA a un objectif simple, c'est d'apporter une réponse unifiée, un cadre réglementaire unique en Europe pour tous les acteurs de l'écosystème crypto. Il poursuit des buts qu'on connaît déjà, puisque dans la finance traditionnelle, ils sont à peu près identiques. Le premier, c'est la protection des clients, des investisseurs qui aujourd'hui ont besoin de ce cadre protecteur. Également l'intégrité des marchés, puisqu'aujourd'hui on sait que les crypto-actifs peuvent être sujets à certains grands questionnements sur leur utilisation et les investissements qui sont faits. Et également établir un cadre de concurrence beaucoup plus sain au niveau de l'Europe avec des règles communes entre les acteurs, à la différence de ce qui peut aujourd'hui exister aux États-Unis par exemple. Alors, est-ce que le cadre légal que prévoit le règlement MiCA est plus contraignant que ce qu'on connaît ici en droit interne en France ? Alors, si on prend le cadre légal français qui a été mis en place avec la loi Pacte en 2019, oui, il va beaucoup plus loin. Cependant, vous avez dû le suivre, de nouvelles lois sont en cours de vote auprès de l'Assemblée nationale, notamment la loi Dadu, qui va renforcer le cadre français, qui va finir par se rapprocher du cadre européen. Mais aujourd'hui, MiCA, c'est un vrai challenge, c'est un vrai défi, c'est plus exigeant que le cadre français actuel, notamment parce que ça va sur des sujets de cybersécurité, sur des sujets d'exigence beaucoup plus fortes pour les émetteurs de stablecoins, c'est-à-dire des cryptoactifs dont la valeur est stable parce qu'elle est adossée à du dollar ou de l'euro par exemple. Ces acteurs-là sont beaucoup plus surveillés dans le cadre de MiCA. Vous avez également d'autres exigences qui dépassent le cadre français. Par exemple, le white paper qui est un livret blanc que tout émetteur de cryptoactifs devra mettre à disposition de sa clientèle. Et également des contraintes plutôt environnementales qui ont suscité pas mal de débats à l'Assemblée européenne, qui est de dire, voilà, je crée un cryptoactif, mais quelles sont les incidences pour l'environnement derrière, dans la méthode de consensus, proof of work, proof of stake, derrière le cryptoactif concerné. Alors concrètement, allons dans le cœur du texte. Quelles sont les nouveautés qui sont introduites ? La première nouveauté qui me paraît essentielle et qui est plutôt d'un ordre business, c'est le passeport européen qu'il va y avoir derrière MiCA. Qu'est-ce que c'est ? Alors un passeport européen, c'est simple, c'est aller chercher un agrément dans un pays A et pouvoir ensuite exercer dans l'ensemble de l'Union européenne, en étendant, grâce à ce passeport, le spectre géographique de votre activité. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Vous avez un agrément français qui vous permet d'exercer en France, mais pas en Italie, pas en Espagne, pas en Allemagne. Demain, vous allez pouvoir étendre ce périmètre-là à toute l'Europe. Donc ça va vraiment bouleverser les règles de compétition au niveau de l'Europe. Ça, c'est le premier axe. La deuxième nouveauté, c'est comme je l'ai dit, pour les émetteurs de stablecoins qui sont indispensables dans l'écosystème crypto. Le plus connu, c'est l'USDC, l'USDT, Circle et Tether. Ces acteurs-là vont devoir se rapatrier en Europe. Il y a une obligation de localisation géographique de ces acteurs-là en Europe, ce qui va également beaucoup chambouler ces acteurs qui originellement font des stablecoins en dollars. Et le troisième axe, qui est une grande nouveauté pour MiCA, surtout dans le domaine des cryptoactifs, c'est les abus de marché. Le régime des abus de marché aujourd'hui n'est pas couvert, donc il se passe beaucoup de choses sur les marchés crypto. Demain, le régulateur va mettre son spotlight sur les activités des acteurs, des grands investisseurs, des grandes baleines, ce qu'on appelle dans le milieu crypto, et va obliger à ce que des règles de divulgation d'informations privilégiées, de manipulation de marché, de délit d'initié, soient surveillées de très près et sanctionnées le cas échéant. Alors, comment se préparer à obtenir l'agrément que vous avez présenté tout à l'heure ? Alors, l'agrément, il faut savoir que c'est une course plutôt de long terme. Comme on l'a dit tout à l'heure, le règlement MiCA entrera en vigueur dans 18 mois. Et ensuite, après ces 18 mois-là, tous les acteurs de l'écosystème crypto français auront encore 18 mois pour se mettre à la page et décrocher l'agrément. C'est un long processus. C'est très long, ça fait 36 mois devant nous. Donc, il faut voir ça comme un marathon. C'est un marathon qui est intense parce que le sujet est complètement nouveau.
Donc il y a plusieurs choses à mettre en amont en termes de préparatifs pour ensuite arriver à terme et faire partie des premiers acteurs agréés au niveau européen. Je pense que le premier, c'est d'effectuer déjà cette analyse de différence entre le cadre français et le cadre européen. Donc je convie les juristes et les compliance officers à commencer à faire ce travail de gap analysis, de voir un petit peu les ressources qui vont être requises par MiCA et qui ne le sont pas dans le cadre français actuel. Ça peut être des ressources en fonds propres qui sont un petit peu différentes. Ça peut être des ressources humaines, notamment pour les équipes de conformité, des ressources en outils qui vont pas être les mêmes, notamment pour la surveillance des abus de marché qui aujourd'hui n'existent pas. Et une fois que vous avez fait ça, il va falloir suivre de très près quelque chose dont les gens parlent peu, mais le niveau 2 de MiCA. Le niveau 2 de MiCA, c'est les textes qui viennent préciser de nombreux articles de MiCA qui est réputé être texte de niveau 1. Pareil, on s'attend alors à une profusion de textes de niveau 2. Il va falloir les suivre de très près parce qu'il y aura des impacts opérationnels très forts. Et enfin, le dernier aspect, et je pense que c'est le plus important, c'est la relation avec le régulateur. En France, ce sera l'AMF très probablement qui pilotera l'agrément MiCA. Aujourd'hui, l'agrément MiCA n'a été donné à personne, c'est complètement nouveau. Vous avez d'ailleurs un agrément PSAN en France qui ressemble à l'agrément MiCA, mais qui n'a encore été délivré à personne. Donc on a vraiment un régulateur qui est dans une phase exploratoire et qui a besoin de ce dialogue avec les acteurs crypto pour les amener là où ils veulent. Et si l'AMF souhaite faire de l'Europe, enfin de la France, un champion européen, il va falloir faire ce travail. Pour terminer, en un mot, est-ce que c'est un bon règlement? Est-ce que ça va dans le bon sens? Alors, évidemment, ma fibre de juriste vous dira oui, puisque la régulation apporte du confort, de la certitude, apporte également une réassurance pour les acteurs, notamment institutionnels, qui se demandent souvent est-ce que j'investis dans la crypto, mais il n'y a pas de loi à côté, donc c'est des risques pour moi. Et quand on prend un peu de recul et qu'on voit ce qui se passe aux États-Unis, notamment avec la façon de légiférer plutôt par la sanction qu'adopte la SEC vis-à-vis des acteurs comme Coinbase et Binance, on se dit que finalement l'Europe a fait un très bon choix en instaurant ce cadre depuis déjà quelques années et qu'on n'attend qu'une chose, c'est qu'ils finissent par émerger et qu'on puisse enfin reconnaître la crypto comme un actif financier au même titre que les instruments financiers qu'on connaît. Bien, on va suivre tout ça avec intérêt. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Au revoir. Vous êtes toujours sur Décideur TV, on poursuit la matinale et je suis en compagnie d'Alvaro Dexeus, directeur général de l'Europe du Sud chez Pléo. Alvaro, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors on va parler des dépenses professionnelles, quelles sont les tendances et tout d'abord, quel est le bilan de l'année 2022 ? L'année dernière, c'était une année assez compliquée. On a vu une tendance dans la gestion des frais où les entreprises en France, ils voulaient plutôt avoir une solution qui les permettrait vraiment d'avoir un pouvoir pour avoir vraiment en dessous un pouvoir de pouvoir régler et voir tous les coûts au total et avoir des solutions qui lui permettra d'avoir cette vision 360 et tout ce qui permet dans les entreprises. Oui. Quelles sont les problématiques qui ont été rencontrées par les entreprises en matière de gestion des dépenses professionnelles ? Okay. Donc, on a vu l'augmentation de prix des matières primaires en France qui a mis dans une situation très, très compliquée à les DAF en France. Et ils ont dû voir avec beaucoup plus de précision et tout ce qui est des frais autour des entreprises. Non? Donc, des solutions comme la nôtre permettent d'avoir une vision 360 de tout ce qui se passe en tout moment. Et c'est pour ça qu'on a une traction très, très forte et beaucoup de gens qui sont en train de nous appeler pour voir comment est-ce qu'ils peuvent faire pour se mettre à jour dans la digitalisation de cette matière. Alors justement, parlons de votre outil concrètement. Comment marche-t-il ? C'est très facile. Donc, par rapport à ce qu'on a vu dans le passé, et nous, on donne à les collaborateurs des cartes de entreprise, des cartes de débit pour faire tous ces frais. Une fois que les frais est faits, et on est connecté avec Mastercard et on reçoit en temps réel tout l'info qui nous précise pour pouvoir matcher le frais avec la solution comptable qui est derrière, non? Par les DAF. Et avec ça nous permet, à ce collaborateur de ne pas devoir avancer l'argent, qui génère beaucoup de frustration, et deux, à le DAF de voir en temps réel tout ce qui est en train de passer par rapport au coût dans l'entreprise. Non? Donc, c'est pour ça que avec tout ce qu'on a vu l'année dernière, avec l'augmentation de coûts, c'est une solution qui est très, très au jour aujourd'hui. Ça permet de mieux maîtriser ses dépenses. Oui. Alors, quelles sont les tendances à venir dans le domaine ? Donc, on a une partie très forte dans l'intelligence artificielle qu'on voit. Comment vous allez l'utiliser ? On a une solution qui est
très très importante pour la France et l'Espagne. Donc c'est le OCR qui permet de faire une photo de note de frais et vraiment capturer toute l'info pour enlever tout le processus manuel de devoir taper ou rentrer physiquement toute cette info pour différencier si c'est une facture, c'est un ticket. Donc ça, c'est une partie qu'on a lancée, que c'est assez important. Et des autres parties par rapport à tout ce qui est l'onboarding ou tout ce qui est de commencer en Pléo, on a beaucoup de solutions automatisées pour vraiment améliorer tout ce process. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Vous êtes toujours dans la matinale du monde du chiffre sur Décideur TV. Le cabinet Dauphin Riffon rejoint Absolus. On en parle tout de suite avec mon invitée Anne-Sophie Riffon, directrice du cabinet Dauphin Riffon. Anne-Sophie Riffon, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous tout d'abord nous présenter le cabinet Dauphin Riffon ? Alors très rapidement, le cabinet est situé sur Aix-en-Provence. C'est une petite structure de 5 collaborateurs, moi incluse, qui a été créée en 2016. Elle vient d'un historique d'une antériorité que j'avais dans des cabinets où j'entendais souvent des clients qui disaient « Oui, mais je ne vois jamais l'expert comptable, je n'ai que des collaborateurs ». Mon mari, qui est responsable de service social au cabinet, avait le même écho. Donc, on a choisi de partir sur cette expérience et de dire, mais finalement, on va faire pour nous ce qu'on fait pour les autres. Donc, on a choisi de s'installer. D'abord, ex nihilo. Et on a eu l'opportunité par la suite de racheter la clientèle de monsieur Jean-Marc Dauphin, qui était à l'origine mon maître de stage. Et qui m'a fait confiance, qui m'a laissé travailler avec lui pendant 5 ans pour me familiariser à la clientèle du cabinet, pour me permettre ensuite d'effectuer le rachat au 1er janvier 2021. C'est pour ça qu'on a fini par se retrouver 5, les embauches faisant, mais avec le souhait de rester sur une petite structure à taille humaine pour garder notre disponibilité pour les clients. Alors, pourquoi maintenant rejoindre Absolus ? Alors, Absolus, déjà, il y avait au départ, depuis avant la crise sanitaire, le souhait de rejoindre un groupement pour rencontrer d'autres personnes. C'est vrai qu'on a l'inconvénient d'être un cabinet de petite taille, c'est la problématique d'accès à certaines ressources qui peuvent être parfois trop coûteuses ou de rester dans un certain enfermement, puisque, comme je l'ai expliqué, le fait d'être la seule expert comptable du cabinet me mobilise beaucoup de temps opérationnel. Et j'avais besoin de pouvoir prendre un petit peu de distance sur les aspects marketing, commerciaux, managériels du cabinet. Et c'était extrêmement difficile de le faire en étant seule. Donc il y a eu le souhait déjà d'adhérer à un groupement. Et ensuite, Absolus, pourquoi ? Parce que ça a été une très belle rencontre sur le congrès l'année dernière. Une très belle rencontre humaine. J'ai rencontré et vu des interlocuteurs qui avaient le même point de vue que moi, qui partageait ma vision du métier, qui partageait cette disponibilité et ces valeurs humaines qui, à mon sens, outre l'aspect commercial ou qu'on peut parfois rencontrer, était le point essentiel à mes yeux. Donc l'adhésion s'est faite très très rapidement, puisque aussi le gros atout, c'est qu'Absolus n'a pas fait de discrimination, j'allais dire, si je peux me permettre d'employer ce terme, par rapport à la petite taille du cabinet. C'est-à-dire que le groupement contient des cabinets de taille beaucoup plus importante, avec beaucoup plus de collaborateurs, mais n'était pas fermé à l'adhésion d'un cabinet vraiment tout petit, en se disant que forcément le cabinet apporterait à hauteur de ses moyens matériels et de son temps de disponibilité. Donc ça a été un très bel échange. Et les quelques mois passés au sein du groupement ne font que confirmer les ressentis qui s'étaient révélés au moment de l'adhésion et au moment du choix. Vous avez dit partage d'une même vision, partage de valeurs, mais quelles sont les synergies créées ? Justement, ce sont des valeurs de mise en travail, de mise de compétences en commun, où chacun, par le biais de groupes de travail qui
qui sont organisés apporte ses compétences dans les secteurs d'activité sur lesquels il va être soit spécialisé, soit sur lesquels il va avoir des inclinaisons qui peuvent être les ressources humaines, l'audit, la facturation électronique, puisque bien évidemment c'est le sujet qui nous intéresse tous à partir de maintenant et en s'accélérant bien évidemment. Donc chacun est libre de participer à ces groupes de travail, d'apporter son temps, ses compétences et son expérience sur un domaine particulier, comme on le fait nous par exemple au niveau du groupe RH, puisque mon mari est le responsable RH du cabinet, il apporte son expérience, ses 25 ans d'expérience en cabinet pour le mettre en commun. Pour moi ça va être la facturation électronique ou le groupement stratégie. Donc on récupère le travail des autres groupes. Quand on n'y est pas adhérent, on récupère les travaux qu'ils ont pu faire et bénéficier de ces échanges. Et on peut donner de son expérience au travers d'une participation directe au sein des groupes de travail. Après, c'est vrai que c'est aussi la possibilité de rencontrer avec des confrères d'autres régions où parfois les pratiques sont différentes, les façons de fonctionner sont différentes. J'avais beaucoup de rencontres avec les confrères de ma région, notamment par mes interventions en tant qu'animatrice et contrôleur de stage. Mais j'avais aussi le souhait d'élargir un petit peu. Ça permet d'avoir d'autres retours. Voilà, c'est d'autres retours, d'autres expériences, parce qu'on s'aperçoit que les expériences qu'on peut avoir avec les organisations professionnelles ou l'URSSAF, par exemple, sont différentes si on est en Alsace ou si on est dans la région de Marseille. On s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait les mêmes façons de fonctionner. Pour terminer, quelles sont les perspectives de développement en rejoignant justement le groupe Absolus ? Alors, l'objectif n'était pas le souhait d'une recherche de développement. Le cabinet passe sur une dynamique de développement à tout prix. On préfère, pour le bien-être de tous, le mien bien sûr, mais de mes collaboratrices également, de rester sur un développement qualitatif pour pouvoir maintenir notre niveau de qualité pour ce qu'on offre à nos clients. Donc développement, ça sera certainement plutôt développement de l'offre de produits, de l'offre de services pour laquelle je n'avais pas forcément un accès suffisant à l'information, mais que l'adhésion au groupement me permet de trouver. Vous avez identifié des secteurs déjà ou des sujets sur lesquels vous souhaitez vous développer ? Alors oui, déjà la facturation électronique qui sera certes un développement ponctuel, mais en développant des missions structurées pour nos clients, pour les aider à passer ce cap. Ça sera effectivement le mot d'ordre, je pense, de la fin d'année, puisque c'est également l'objet du congrès, du début d'année prochaine, et ensuite sur des aspects personnels, en termes de gestion de patrimoine certainement, et d'accompagnement à la retraite, qui sont encore un des thèmes qui intéressent nos clients. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci de m'avoir accueilli. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve prochainement sur Décideur TV pour un nouveau numéro de la matinale.